Il est 9h23, j'ai envie de dire, quittez vos écrans et vos téléphones quelques instants. Il s'appelle François Saltiel, est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisateur et producteur et vous officiez chaque jour sur le plateau de 28 minutes sur Arte. Ça s'appelle, ce livre en tout cas, La société du sans contact, selfie d'un monde en chute chez Flammarion. Oui, et toute notre existence qui peut se vivre quasiment maintenant derrière un écran. L'exemple de Magali qu'on avait à l'instant est frappant. D'où vous est venue déjà l'idée en fait de ce livre? C'est de se dire, vous-même vous étiez concerné par ça? Oui, moi je suis forcément un petit peu à la fois observateur et victime de nos usages du monde numérique. Cette idée elle est née il y a plus d'1 an. En fait, moi je fais effectivement des chroniques tous les jours sur 28 minutes où j'analyse un petit peu l'impact des nouvelles technologies sur notre société. Et puis je m'étais rendu compte que quand même sous cette promesse de l'hyperconnexion où les GAFAM nous promettent d'être toujours plus connectés les uns des autres, il y avait une forme d'éloignement qui s'opérait paradoxalement, un éloignement avec la relation véritable, authentique. Vous savez, celle où on se regarde dans les yeux, l'humain, une forme d'humanité. Et finalement, tout concourait dans ces innovations qu'on appelle le progrès, mais qui n'est pas forcément pour le mieux, à aller vers une distanciation physique et sociale. Ça, c'était bien avant la pandémie. C'est vrai. Si vous regardez les réseaux sociaux, c'est une magnifique manière de nous mettre tous à distance. Passer par des services comme Deliveroo, comme Amazon, c'est toujours une manière de nous mettre à distance. C'est-à-dire que leur but du jeu, c'est un peu, plus vous passez de temps chez vous, seul, derrière un écran, plus on gagne de l'argent, puisque c'est comme leur modèle économique. Donc c'est un peu isolé pour mieux régner. Est arrivée ensuite la pandémie qui n'a fait qu'accélérer finalement ce processus que j'avais déjà observé. Patrick, c'est-à-dire qu'on ne se voit plus, mais maintenant on ne se touche plus. C'est-à-dire que tout est sans contact. C'est-à-dire qu'on ne touche même plus le terminal pour entrer son code. C'est-à-dire qu'on a créé une distance physique même quand on se voit finalement. On a créé une distance physique même quand on se voit, mais vous remarquez que justement le côté de on n'a pas le droit de se toucher, qui est conjoncturel, qui est lié à notre crise sanitaire, vous avez vu, tous les outils sont déjà en place. Finalement, le sans contact existait avant même cette idée qu'on ne devait plus se toucher. Là, je parle du sans contact de paiement. Et puis, quand on regarde comment une ville comme San Francisco, qui est le cœur de la Silicon Valley, a réagi par rapport à cette crise sanitaire, ils n'ont pas eu trop de problèmes, ils n'ont pas eu beaucoup de cas, parce qu'ils avaient déjà opéré finalement ce virage de la digitalisation du monde, où finalement on ne se touche pas, on ne se parle pas vraiment, et on vit chacun chez soi dans sa bulle derrière un écran. Mais regardez même comment nous vivons tous, quand on prend le métro, le train, dans n'importe quel café, et là je parle de toute la France, on est tous un peu derrière notre petit téléphone, derrière notre écran, sans se regarder, sans faire attention, chacun dans son monde. Même la poignée de main qui était amicale est devenue dangereuse. Alors là, aujourd'hui, la poignée de main est devenue dangereuse, puisque effectivement, elle peut permettre de passer le virus. Mais déjà, on sentait qu'il y avait des gens qui préféraient s'envoyer des émoticônes bisous cœur plutôt que se faire la bise, par exemple. Alors je ne dis pas qu'il faut faire la bise tout le temps, mais on avait déjà cette idée de distanciation physique et sociale avant que finalement la situation sanitaire nous y oblige. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est plutôt filmer des événements plutôt que les vivre? En tout cas, filmer des événements ou même passer par le télétravail ou passer par des cours à distance, on se rend compte que finalement, parfois, ça peut être plus économique pour celui qui est l'institution, l'entreprise, parce que voilà, après tout, je balance un flux à des centaines, des milliers de personnes, j'arrose entre guillemets le monde entier et je me passe de cette expérience humaine. Alors qu'on sait très bien que vivre un cours en présentiel, vivre un concert en présentiel, c'est ce qui fait justement partie du plaisir de l'échange humain, parce que c'est une expérience, parce qu'on est les uns à côté des autres. Mais tout le modèle économique des GAFAM, c'est quand même qu'on passe le plus de temps possible derrière un écran, pourquoi pas chez soi ou derrière son téléphone. Donc effectivement, pour eux, la crise sanitaire a été une magnifique opportunité d'accélérer cette philosophie. C'est une opportunité, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure hors antenne, ça a alimenté en même temps du coup les thèses un peu complotistes en disant, vous voyez bien, ces GAFA, c'est eux qui dominent en fait aujourd'hui le monde, et vous le dites bien dans votre livre, ils sont plus puissants que certains États en fait aujourd'hui, les GAFA. Je pense que c'est un peu une réalité, un fait de voir comment les GAFAM qui en fait sont présents dans le monde entier, c'est-à-dire que traversent les frontières. Quand vous regardez par exemple Facebook, c'est 2,7 milliards d'utilisateurs, donc ça va bien plus loin que n'importe quel État, que n'importe quelle population, même la population chinoise. Donc on se rend compte que c'est énormément de monde qui peuvent être influencés aussi. C'est un magnifique outil d'influence. Il a été manipulé, ça c'est le scandale Cambridge Analytica, on l'a vu avec l'élection présidentielle de Donald Trump. Donc effectivement, ils sont quelque part plus forts que les États parce qu'ils n'ont pas de problème de frontières, et surtout ils ont cette volonté de remplacer les États. Regardez par exemple la monnaie. Est-ce que c'est une volonté, ça, ou pas?
Alors écoutez, moi je me suis rendu compte que les dirigeants, plusieurs dirigeants de la Silicon Valley, ou des grands argentiers comme Peter Thiel, comme Elon Musk. Alors Peter Thiel, on rappelle. Peter Thiel, c'est le cofondateur de PayPal, qui a été un des premiers à mettre une monnaie en s'affranchissant justement de la monnaie qui était liée à la souveraineté d'un État. Donc une monnaie universelle, numérique, virtuelle et qui peut intéresser le monde entier. Puis ça a été un des premiers investisseurs de Facebook. Ça a été un conseiller de Donald Trump et c'est quelqu'un qui est très très puissant dans la Silicon Valley. Elon Musk, c'est le patron de SpaceX et de Tesla. Et Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon. Et tous ces trois personnes et d'autres appartiennent à la philosophie libertarienne. Et la philosophie libertarienne, c'est un courant de pensée qui vise en fait à cultiver l'individualisme à tout crin et à essayer d'éliminer un État qui est jugé castrateur, qui empêche la liberté d'entreprendre, un État finalement providence. Et l'idée, c'est justement de ne plus payer les impôts, c'est ce qu'ils font déjà, mais c'est de s'affranchir finalement des taxes et puis d'imaginer une autre philosophie qui peut rentrer finalement en contradiction avec le modèle démocratique. Par exemple. Le transhumanisme, l'idée que finalement le peuple n'a pas à décider de tout. Tout le monde n'est pas habilité à pouvoir décider de tout. Il faut que ça soit une société de technocrates un peu élitistes qui sait comment on peut aller et ce vers quoi il faut aller se diriger. On l'a vu d'ailleurs avec Google City. Exactement, Google City, c'était quand même la volonté de Google d'avoir des villes, des quartiers. Alors ils ont commencé à Toronto, où ils ont essayé de préempter des quartiers en disant ça sera une ville Google. Donc on va avoir que des gens de chez Google qui vont y vivre, ou alors c'est Google qui va vous louer des appartements. Tous les services publics vont être pris en main par Google, donc ça ne sera plus des services publics. Les transports automatisés, bien sûr, la gestion même, pourquoi pas, des écoles. Donc on avait vraiment cette idée. Évidemment, cette zone sera détaxée. Il y aura une zone de taxe particulière, avec toujours une promesse pour la ville qui accueille ces quartiers-là, une promesse d'emploi, et puis bien sûr d'innovation. C'est-à-dire qu'on est dans une ville intelligente, tout est connecté, tout est régulé. S'il pleut, tac, vous avez les abribus qui automatiquement se mettent en position de couverture. On régule le trafic en fonction de la météo, puisqu'on est dans une logique de voitures connectées, de voitures autonomes. Donc il y a vraiment cette idée d'aller chercher des espaces qui leur sont propres. Et c'est pas anodin d'ailleurs qu'ils soient tous lancés dans la conquête spatiale. Encore une fois, Jeff Bezos, conquête spatiale, Elon Musk, conquête spatiale. Avant lui, Richard Branson, qui était le patron de Virgin et toujours libertarien. Parce que le logique, c'est aussi d'avoir une terre à soi pour, pourquoi pas, là, faire ce qu'on veut sur la vie philosophique, les règles, les lois. Il leur manque finalement, quelque part, qu'une terre. Oui, c'est ça. Allez, on va poursuivre dans un instant. On va continuer avec vous. La Société du Sans Contact, selfie d'un monde en chute aux éditions Flammarion. C'est passionnant parce qu'on a l'impression de parler de science-fiction, sauf que non. C'est bien quasiment devant nous. On va en parler encore dans un instant. Vous nous appelez 0826 300 300 pour poser vos questions à François Saltiel. Et nous, on en a des questions. Restez avec nous, 9h30. La Société au Sans Contact, selfie d'un monde en chute aux éditions Flammarion, à lire, parce que comme ça va vous montrer dans quel monde on vit aujourd'hui. Et vos appels 0826 300 300 avec Marie qui nous appelle de Pau. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour Cécile, bonjour l'équipe. Ouais. Bon, moi je suis ravie d'avoir ce monsieur au téléphone. Bon, il a déjà dit beaucoup de choses. Ouais. Moi j'ai 5 petits-enfants. Je suis très inquiète par cette espèce d'addiction aux écrans. Bon, mes enfants font attention, mais le fait est que force est de constater que dès qu'ils ont la possibilité, en sortant de chez leurs parents, d'avoir un écran, ils sont tentés, quoi. On leur enlève toute faculté à raisonner. Ils reçoivent des tas d'informations comme ça. D'ailleurs, la preuve, c'est que ces dirigeants mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas d'écran. Je me trompe pas, je pense. Non, vous avez raison, absolument. François Saltiel va vous répondre. Il vous répond là sur cette première question. Sur cette première question des écoles. Alors vous avez raison en partie, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une école, la Pennsylvania School au cœur de la Silicon Valley, qui accueille les cadres de la tech, mais on va dire que c'est qu'une école. C'était devenu un peu un phénomène médiatique de dire que tous les enfants de la tech sont dans des écoles privées d'écran. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si ces enfants ne sont pas dans des écoles déconnectées, ces enfants sont en capacité de savoir maîtriser les outils et on leur apprend autant à coder. Donc vous voyez, en fait, c'est cette idée qu'ils soient plus victimes d'une technologie qui les dépasse, mais qu'ils en prennent possession. Donc soit ils en sont complètement déconnectés parce qu'on estime que c'est dangereux pour eux, soit on leur dit, tu sais quoi, apprends à dompter la machine, apprends à coder, apprends à faire des applications, apprends à faire des sites. Donc on a ces deux mouvements qui sont là. Pour être autonome ? Pour être autonome. Parce qu'en fait, là où votre auditrice a raison, c'est que ce qui se joue derrière, c'est la perte d'une certaine forme de libre arbitre.
C'est-à-dire, je ne choisis plus, je ne décide plus parce que je me laisse guider. Vous savez, c'est un tout petit peu à l'image d'un GPS, en fait. On vous donne la direction, mais ça vous est tous arrivé de vous dire, mais attendez, le chemin qu'on me propose, si ça se trouve, moi, mon intuition me dit que peut-être un autre chemin me permettrait d'arriver plus rapidement. Oui, c'est vrai. Et parfois, c'est absurde. Et c'est un peu cette idée-là, c'est, non, mais suis la ligne, suis la programmation, tu arriveras à bon port. Mais en fait, je pense qu'il faut refaire appel à notre intuition. Il faut refaire appel aussi à la regagner surprise. Regagner en discernement, regagner en libre arbitre. Se dire, non, si je crois que c'est par là qu'il faut aller, je vais par là. Et puis, quand bien même je perdrai 2 minutes, au moins, ça a été mon chemin. Autre réflexion peut-être encore, Marie, puisque vous êtes toujours en ligne avec François Saltiel. Oui, écoutez, qu'est-ce que vous nous donneriez, vous qui vous êtes penché sur le problème, comme conseil pour nos petits-enfants ? Ah, pour les jeunes. Par rapport aux écrans, c'est ça, j'imagine. Oui, faites-leur faire du macramé. Bon, il n'est pas docteur, mais... Non, mais on peut y réfléchir. Alors déjà, vos petits-enfants, nos enfants et nous aussi. Parce que vous savez déjà la première chose, mais je pense que ce n'est pas votre cas, madame, mais c'est déjà de montrer l'exemple. Vous savez, moi, si je suis déjà tout le temps avec mon téléphone, je donne une image déjà de moi qui fait qu'on va reproduire le geste. Donc déjà... Bon, vous l'avez quand même sous les yeux. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Non, mais déjà pendant les repas, déjà. Et donc déjà, autocritique et se dire nous-mêmes soyons responsables par rapport à ces écrans, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est fait pour qu'on y soit dépendant. C'est-à-dire que ce sont des neuroscientifiques qui ont travaillé sur les questions pour exploiter un peu la vulnérabilité et les failles de notre cerveau humain. On veut y être parce que quelque part, c'est notre pulsion narcissique qui nous pousse à toujours vouloir montrer un peu de notre vie, puis voir si les gens nous aiment, nous like, etc. Et ce que vous décrivez très bien, évidemment, c'est-à-dire qu'on va de like en like et Instagram, etc. Bien sûr, et on passe son temps, on se dit on y va 30 secondes et finalement on y est encore une demi-heure après. Voilà, vous devez donner une clé, Patrick, c'est déjà l'intentionnalité. Se dire, en fait, il ne faut pas y aller sans savoir pourquoi on y va. Par exemple, quand vous ouvrez un journal, vous vous dites tiens, je vais pour m'informer. Le téléphone, il ne faut pas dire tiens, j'y vais dès que j'ai 5 minutes de répit dans une salle de consultation de médecin, à l'arrêt d'un bus, dès qu'on a un tout petit moment de nos vies, si on commence à plonger, c'est fini. Donc en fait, c'est le trou noir. Donc il faut à chaque fois se dire ok, j'y vais 15 minutes juste pour répondre à mes mails, j'y vais juste pour aller faire mes 3 textos, etc. Mais je n'y vais jamais sans savoir pourquoi j'y vais. Et c'est ce qu'il faut conseiller donc aux enfants et essayer véritablement de les éduquer pour ça, Marie, avec vos petits-enfants et vos enfants. Oui, puis Marie, avoir des sanctuaires. Mes enfants là-dessus font très attention, mais bon, quand ils viennent chez moi, ils sont petits. Mamie, je peux prendre ton téléphone. Mamie, je peux aller sur ton ordinateur. Alors, je veux pas être l'empêcheuse de tourner en rond. De notre côté, je sais que c'est pas bien. C'est compliqué, hein. Oui, non, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai parce que c'est addictif. Mais là où c'est compliqué, c'est qu'il ne faut pas non plus les désocialiser. C'est-à-dire que si on les coupe des réseaux sociaux et on les coupe de tout, ça peut aussi les pénaliser. C'est-à-dire que maintenant, ces outils numériques qui font partie de notre vie, l'idée, c'est pas de revenir non plus à la bougie. Mais est-ce que c'est intéressant de les accompagner ? C'est-à-dire que Marie puisse partager qu'est-ce que tu vas voir, montre-moi, d'entamer toujours des discussions. Toujours des discussions. En fait, toujours, on y revient, c'est tout sauf le sans contact. C'est-à-dire le dialogue. Donc si ensemble, avec vos petits-enfants, pourquoi pas, faites des vidéos sur YouTube, mais vous le faites ensemble, racontez une histoire, écrivez un petit film, demandez-leur, tiens, qu'est-ce que tu vois en ce moment ? Dis-moi ce qui t'intéresse et moi je vais te dire ce qui m'intéresse. C'est aussi des outils assez magnifiques pour pouvoir être des outils de partage. Mais vous l'avez dit, il faut que ça soit un moment de partage. Un petit peu ce qu'on a perdu avec la télévision, c'est-à-dire que tout le monde regardait les mêmes choses au même moment, donc ça faisait un sujet de discussion. Aujourd'hui, on est dans l'hypersegmentation, chacun vit son propre monde, regarde son propre monde, donc retrouvons des moments de partage. Mais les écrans, c'est pas grave si on est ensemble en train de les regarder. Déjà, on voit ce que les enfants y font, s'ils ont les bons comportements. Et puis, comme vous le disiez, c'est l'objet de discussion. Et puis, c'est le lien entre Allez, les générations. D'autres appels, justement. Franck. Bonjour, Franck. Oui, bonjour. Bonjour, Franck. De Toulouse, Franck. C'est vrai que je suis pas trop... moi, je fais de la PNL, je m'occupe des sportifs aussi et de l'hypnose. Parlez bien dans votre téléphone quand même, là, pour le coup. Faut qu'on vous entende bien, parce qu'on a du mal à comprendre. Allez-y. Et là, ça va mieux. Là, c'est mieux déjà. Bonjour, Franck. Donc moi, ce rapport humain, j'en ai vraiment besoin, puis je trouve que c'est bien et je veux rester là-dedans. J'ai plein d'amis, moi, qui ont fait les mêmes formations, qui font du management par distance et tout, mais moi, c'est surtout la réflexion, c'est que je trouve que c'est vrai que c'est bon pour le télétravail, ça permet peut-être des gens se délocalisent pour être plus dans les milieux ruraux en campagne et avoir une autre qualité de vie. Donc, moi, je trouve qu'il y a vraiment des bienfaits. C'est un outil formidable, à dose homéopathique. Et moi, je trouve ça bien. Par contre, c'est vrai que le confinement, moi, je trouve que ça fait voir quand même ses limites. Où les gens, ça a fait un coup d'accélérateur, mais on a fait voir aussi ses limites. Et je me pose la question aussi maintenant, c'est plus à long terme, si un jour il arrive un Covid, qui est un virus, et normalement en informatique c'est un virus,
comment ces gens qui sont tout écran, vivraient cette espèce de confinement parce qu'ils n'auront plus le droit accès à leur écran. Est-ce qu'ils ne seront pas plus dépressifs que nous avec nos rapports humains? Oui, alors ça c'est vrai. C'est la cyber... Oui, ça c'est vrai, c'est les cyberattaques. Et puis d'ailleurs, quand il y a eu le confinement, quand il y a eu le télétravail, François Saltiel, on s'est posé la question, est-ce que tous les réseaux vont tenir? Parce que s'ils ne tiennent pas, il n'y aura même plus de télétravail, quoi, aussi. Effectivement, là, c'est une bonne question qui est posée sur la vulnérabilité aussi de ce lien à travers les écrans. Vulnérabilité de par des attaques, vous le disiez. Par exemple, les hôpitaux sont énormément attaqués. On ne le sait pas vraiment, mais ça fait partie des cibles les plus privilégiées dans le monde. On attaque les données de la santé. Autre chose, autre vulnérabilité, et des villes entières, bien sûr, des villes, des services entiers, de mairies, des services municipaux, des hôpitaux, l'hôpital, les services de police, de santé, etc. Qu'est-ce qu'ils cherchent d'ailleurs? C'est de l'argent. Parce que souvent, c'est des rançons. C'est des rançons en bitcoin d'ailleurs. C'est de dire, voilà, moi je te libère le truc si tu me fais virer tant en bitcoin. Et puis l'autre vulnérabilité, c'est aussi cette question de surveillance. On en a beaucoup parlé au moment de Zoom, l'application sino-américaine, notamment où l'école, l'éducation nationale s'en est servie parce qu'elle n'avait pas vraiment d'outils fonctionnels à ce moment-là. On sait bien que pendant un moment, ces communications étaient enregistrées, les données et ce qu'on disait sur Zoom pouvait passer via Facebook, c'est-à-dire qu'il y avait des liens entre Facebook et Zoom. Donc à chaque fois, il ne faut jamais oublier qu'à chaque fois qu'on est derrière un écran, on est dans la société du sans contact, mais aussi on est dans la société de la trace. C'est-à-dire que c'est une caisse enregistreuse en écran, ça analyse nos mouvements, combien de temps on y passe, etc. Et donc c'est la société de la surveillance. Donc alors je dis pas que tout le monde a quelque chose à cacher, mais ce qui est certain, c'est que on est quand même beaucoup plus surveillé et tous ces outils, toutes ces analyses, mettent en place des comportements. Et ce sont bien ces comportements qui sont ensuite valorisés, exploités, parce que c'est les comportements de consommation. Oui, parce que là, on est déjà à un niveau quand même assez fort de traçabilité, d'écoute, ce que vous avez dit à l'instant. On se dit, est-ce qu'on est arrivé au top ou au contraire, dans la Silicon Valley et ailleurs, ils sont en train de travailler sur des choses en fait encore plus incroyables, quoi. Probablement. On peut toujours être surpris. Un seul exemple. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Oui, si je vous aviez dit, tiens, regardez, il y a 8 ans, si j'ai dit, vous savez ce que vous allez faire bientôt chez vous, vous allez installer ce qu'on appelle un assistant vocal, c'est-à-dire que ça va être comme ça, une sorte de petite machine qui par définition va être toujours à l'écoute pour pouvoir se déclencher quand vous dites Alexa allume la télé, Alexa ferme les stores, ça veut bien dire qu'Alexa vous entend. Et puis vous allez accepter cette idée qui est un micro au sein de votre foyer qui va donc entendre vos relations personnelles, vos relations privées, et puis vous allez donner beaucoup de votre vie en disant en ce moment, tiens, je vais pas bien, mets-moi une musique qui va me remonter le moral, ou quel temps fait-il aujourd'hui, ou vous savez, en fait, ces analyses-là, il y a beaucoup d'applications d'intelligence artificielle qui travaillent pour savoir même nos émotions, se dire, tiens, je sens à sa voix qu'il va pas bien, je vais lui conseiller tel produit, tel médicament, telle musique. Donc est-ce que vous auriez imaginé mettre ce micro-là au sein même de votre foyer? Je pense pas. Pourtant on y est parce que ça, c'est un peu la fable de la grenouille, c'est que quand on est plongé dans une eau bouillante, paf, on a tendance à s'extraire, mais quand l'eau monte progressivement, on a tendance à s'engourdir. Et un peu avec le progrès, on s'engourdit, c'est-à-dire qu'on nous propose toujours une technologie, on se dit j'irai pas, puis on y va, et puis la suivante nous paraît moins forte, et puis on y va, et puis la suivante nous paraît encore moins forte. Comme les empreintes digitales sur le téléphone à l'époque, où on mettait son empreinte. Mais exactement, avant on faisait un chiffre, et là maintenant on met son empreinte digitale. On sait très bien que cette empreinte digitale, pourquoi on la donne à Apple? Pourquoi on donnerait notre empreinte digitale? Notre empreinte digitale, on l'a donnée à la police quand on avait quelque chose à se reprocher, quand on y était contraint. Et là, on le donne volontairement à Apple. Tout ça pourquoi? Gagner 5 secondes? Non, mais nous sommes complètement fichés aujourd'hui. Et alors, parmi les innovations, parce qu'il y en a beaucoup, on ne va pas tous les détailler, mais je vous conseille vraiment ce livre aux éditions Flammarion, La Société du sans contact. Il y a par exemple les lunettes Facebook, mais il y en a beaucoup d'autres qui travaillent sur ces lunettes connectées que l'on mettra. Et alors, là, on va pouvoir passer ses coups de fil, parler, voir des photos, des vidéos. Vous savez, toutes les logiques des outils vers lesquels on va, mais vous l'avez constaté, c'est la miniaturisation, c'est l'imbrication. Ça, c'est la logique transhumaniste. C'est-à-dire que les téléphones, quelque part, regardez les oreillettes. Avant, on a des fils, maintenant, on a les AirPods, etc. Demain, on aura peut-être une oreillette encore plus... ou intégrée. Et puis peut-être demain intégrée. Et les lunettes, ça va dans cette idée-là. Les lunettes, c'est que... Alors, ça fait plusieurs fois que nos entreprises tentent de lancer des lunettes. Google s'était aventuré, ils se sont cassés le nez avant. Mais en gros, l'idée de la lunette, c'est de se dire, tiens, si je mets cet écran devant mes yeux, je n'ai même plus à baisser les yeux. J'ai juste à regarder devant moi, et devant moi, j'ai les informations, je suis en réalité augmentée. Les ostéopathes vont nous remercier, parce que c'est la maladie du siècle. C'est la maladie du siècle. Peut-être que les ostéopathes vont nous remercier à ce moment-là, mais d'autres maladies... Peut-être pas les ophtalmos. Voilà, mais d'autres maladies vont être sous la chance. Mais en tout cas, la philosophie derrière, c'est l'imbrication totale entre le réel et le virtuel. Et donc, pourquoi pas demain les lentilles de contact, et pourquoi pas demain la puce. Tout ça, ce sont des choses qui sont en réflexion pour que, quelque part, on fasse corps avec la technologie, que
la technologie nous accompagne et qu'encore une fois, on y passe encore plus de temps. Parce que les lunettes, ça veut bien dire qu'il n'y a même plus besoin d'avoir une action de votre regard qui se dirige vers un écran. Quelque part, la technologie vient à vous sur vos yeux en permanence. Comme et c'est un enfermement total, en fait. Alors, sous une promesse d'ouverture, parce qu'on va vous dire que ces lunettes, c'est la manière d'être connecté en permanence avec les gens, de rencontrer plus de gens, de téléphoner tout en marchant, d'avoir des informations upgradées. Donc, il y a toujours une promesse de plus, mais c'est une forme d'enfermement. Je pense que ce qu'il faut comprendre, moi, ce que j'essaie de faire dans cette société du sans contact, le message que j'essaie de faire passer, c'est que on est finalement seuls ensemble, pour reprendre une expression d'université américaine. C'est-à-dire qu'on nous promet l'hyperconnexion, mais finalement, on ressent tous, d'ailleurs, une forme d'éloignement, d'isolement, de solitude. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis il y a ces rues, je crois que c'est en Chine ou en Corée déjà, les rues où on est dans un sens, dans une voie, on a le droit de regarder. Tout le monde est penché en fait sur son téléphone et dans l'autre on le fait pas. Quoi. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement ça c'était des accidents de la route. Donc en Chine, au lieu de se dire combattons le problème, la racine par le mal par la racine, on dit on accepte l'idée que tout le monde soit arrivé sur son téléphone. Donc on fait un couloir adapté où on est une sorte de zombie du mobile et chacun est en train de regarder son petit téléphone comme ça en marchant, et puis de l'autre côté il y a les gens qui avancent. Donc, mais symboliquement je trouve ça assez fort, mais ça n'existe pas qu'en Chine. Non, à Tel Aviv, à Amsterdam, on a des lumières LED qui sont synchronisées avec le feu rouge. Alors voilà, c'est ça, au sol, parce que bien souvent. Non mais ça c'est vrai, ça se développe un peu partout. Un peu partout. Oui. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est. Je vais mettre ça chez moi, tiens. C'est le symbole. Au lieu de se dire, mais relevons la tête et essayons de comprendre pourquoi on a tous les yeux rivés, on accepte l'idée que maintenant c'est établi qu'on aura toujours les yeux rivés et on met des feux rouges au sol. Bon, c'est quand même assez flippant. Ça. C'est un petit peu flippant, mais le but du jeu, c'est aussi de s'interroger pour essayer de lutter un peu. D'autant qu'ils ont du pouvoir et de l'argent derrière l'ensemble des GAFA. Comme vous le dites, on revient au début de notre discussion. Exactement. Ils ont pris quasiment le pouvoir. Même si vous avez suivi l'actualité en ce moment aux États-Unis, on va vers un démantèlement. On cherche un démantèlement de Facebook. On cherche. C'est pas acquis. Mais du coup, il y a quand même une prise de conscience de la société de se dire qu'on a peut-être fait des monstres de données, d'informations trop puissants et qu'il faudrait revenir à des lois un peu comme les lois antitrust américaines au début du XXe siècle. Mais ils se développent aussi de l'autre côté. En Asie, etc., c'est la même chose, quoi. Et c'est l'argument justement qui est donné par ces GAFAM en disant mais si nous on est démantelés, c'est les Chinois qui vont nous passer devant. Les Russes, ou les Russes, d'autres puissances, c'est leur argument. Et puis juste avant de partir, attention au télétravail, parce que c'est important justement de prendre soin des uns des autres et de savoir quand quelqu'un dans son entreprise ne va pas bien. C'était aussi une manière de lever l'isolement de certaines personnes. Mais oui, parce que le travail c'était un lieu de sociabilité. C'était un lieu de sociabilité qui était merveilleux. Alors parfois nos collègues pouvaient nous ennuyer. Je ne dis pas ça pour vous. La machine à café pouvait être un petit peu... je vais vous chercher un café. La machine à café, on se disait ces discussions à la machine à café, c'est ennuyeux. Mais quand elles sont plus là, elles nous manquent. Parce qu'en fait, même parler de la pluie, du beau temps, parler de qu'est-ce que tu as regardé à la télé hier, etc. Ça faisait partie du lien social. Ça fait comme le comptoir de café. Exactement. Et on a malheureusement, avec la crise sanitaire, a fait que le comptoir de café sont fermés et le télétravail est prôné. Ce n'est pas grave si ça dure juste de manière conjoncturelle liée à une situation extraordinaire, mais que ça ne devienne pas une norme. Qu'une fois que le vaccin, admettons, soit arrivé ou que la situation reviendra à la normale, que les entreprises ne disent pas le télétravail ça a bien marché pendant un an, continuons. Non, revenons ensemble les uns avec les autres. Merci, c'est passionnant François Saltiel, la Société du Sans Contact aux éditions Flammarion. Je peux dire que c'est un bon cadeau de Noël ou pas? Oui, non, mais c'est vrai. À mettre sous le sapin, voilà, comme ça vous allez pouvoir le lire en famille, il n'y a pas plus de 6, on vous l'a dit. François Saltiel, merci d'avoir été avec nous à la Société du Sans Contact. Sur 28 minutes ce soir sur Arte.